Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir, je suis Emmanuel Lafont. C'est moi qui vais vous accompagner dans le cadre de cette table ronde qui aura comme sujet comment transformer une reconversion professionnelle en opportunité de réussite entrepreneuriale. Et oui, il y a un chiffre qui est sorti récemment, c'est 24,6. 24,6, ça peut être ce que vous voulez, des litres, des centimètres, mais non, c'est un pourcentage. C'est le pourcentage des Français qui envisagent de monter leur propre société. Sur ces 24,6%, donc quasiment un Français sur quatre, un grand nombre en fait, oui, t'as vu, je suis bon en maths, un grand nombre en fait seront issus d'une reconversion. Mais alors, comment monter sa boîte quand on veut se reconvertir? Et comment combattre ce passager sombre? Vous savez, ce petit démon qu'on a sur l'épaule et qu'on appelle tous le syndrome de l'imposteur. Même moi, ça fait 20 ans que j'entreprends, il est toujours là. Il m'en fait des bonnes parfois. Alors, comment vaincre ce syndrome de l'imposteur? Comment faire déjà le point sur ses compétences, sur ses atouts? Comment les valoriser? Comment prendre conscience de sa valeur en tant qu'entrepreneur? Comment prendre aussi conscience de la valeur du projet que l'on porte et de notre capacité à le transformer? Est-ce qu'il faut être accompagné ou pas? Et puis au final, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. Est-ce qu'on peut aussi interviewer des gens qui ont fait ce pas de se reconvertir, de lancer une activité ou de se lancer dans un entrepreneuriat? Et qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire? C'est ce que je vous propose de faire pendant 1 heure tous ensemble. Et après, vous aurez des questions que vous pourrez bien entendu poser à nos intervenants pour les torturer, sinon c'est pas drôle. Et donc, pour pouvoir aborder ce sujet, je vais être accompagné de Dia, que j'ai le plaisir d'accompagner par ailleurs, qui est juriste de formation, ancienne RH, experte en sommeil des bébés et enfants. Tu viens t'asseoir ici. Voilà, dont le métier en fait est d'apporter joie, paix, allégresse et tranquillité aux parents qui peuvent enfin faire dormir leurs enfants. Parmi vous, tous ceux qui ont des enfants me comprennent. J'ai également le plaisir d'accueillir Emmanuelle Fitoussi, qui est conseillère en communication image, organisatrice d'événements, doctorante en sciences du langage. Emmanuelle, je t'en prie, prends place, qui nous parlera de son parcours. Pour compléter l'approche avec justement quelqu'un qui a fait tout un parcours en entreprise et qui ensuite a fait des tests de reconversion et a appris plein de choses avant de faire encore autre chose, eh bien, je veux bien entendu parler d'Éric Morel, qui est également juriste de formation, conseiller en gestion d'entreprise et intervenant au sein de l'association Expression de France. Bienvenue, Éric. Et puis, une personne que j'accueille et qui prendra la parole d'ailleurs pour parler de quelque chose d'important, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, donc l'organisateur de la table ronde, c'est Yasmine Saada. Donc Yasmine Saada est juriste, étudiante en M1 en droit des affaires, entrepreneuse, parce qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, formatrice en art oratoire au sein de l'association Expression de France. Je t'en prie, prends place. Et je vais même te laisser la parole pour que tu nous en dises un petit peu plus sur Expression de France. Il n'y a pas de bouton, tu parles directement. Alors bonjour à tous, donc je représente aujourd'hui l'association Expression de France. Donc Expression de France a été créée en 2015 à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde n'osait pas participer au débat public, que tout le monde n'osait pas prendre place parce qu'il ne se sentait pas légitime pour s'exprimer. On a donc commencé à intervenir dans les collèges et les lycées autour de plusieurs thématiques comme les valeurs de la République, la laïcité, l'orientation scolaire. On a également maintenant développé un programme de mentorat. Donc le mentorat, qu'est-ce que c'est ? On met en lien donc, des personnes qui sont déjà dans la vie active, qui ont fini leurs études, avec des jeunes ou des personnes qui sont justement en reconversion professionnelle et qui vont alors poser leurs questions autour des études, autour des galères qu'ils peuvent rencontrer, tout simplement. Et en fait, c'est là qu'ils gagnent en efficacité parce qu'au lieu de se poser des questions, au lieu de se confronter à un problème, ils se réfèrent à un mentor qui est déjà expérimenté, qui a déjà traversé tout ça, et on se rend compte qu'ils vont beaucoup plus vite. On fait aussi tout plein de choses, comme des dîners-débats au Sénat, des matinales. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très très bien, bravo, félicitations. Je t'ai donné envie là ou pas? Ah ouais, là franchement, ouais, si ça tenait qu'à moi, j'adhérerais tout de suite. J'ai un agenda un peu rempli, mais je vais essayer de faire un effort. Bien, alors, venons-en à notre sujet, qui est donc l'entrepreneuriat, avec justement ce moment où on a envie de se lancer et on se dit, mais finalement, pourquoi moi? Comment est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui sur ses compétences quand on a envie de se lancer?
Je vais demander déjà à toi, Dia, que je connais un petit peu, de nous parler du moment où tu as eu envie de te lancer. Est-ce que tu as fait le point sur tes compétences et la transférabilité de ces compétences sur ton projet? À toi, Dia. Bonjour à tous, merci. Alors moi j'ai eu envie de me lancer quand je suis devenue maman. Et donc ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mes nuits et c'est pour ça que j'ai fondé des nuits notamment. Mais j'étais aussi responsable RH dans des entreprises françaises et internationales et j'avais très vite remarqué qu'il y avait des compétences qu'on pouvait transposer, des savoir-faire, des savoir-être qu'on pouvait utiliser. Et je me suis dit, j'ai des bagages, je suis sûre qu'ils vont m'être utiles dans l'aventure dans laquelle je vais me lancer. Mais encore, tu vas pas t'en tirer comme ça. Ça, c'était la première étape sur le lancement. Ensuite, on découvre un petit peu le syndrome de l'imposteur et toutes les aventures et les difficultés auxquelles on fait face. Et donc, j'ai été accompagnée par le territoire Paris-Ouest La Défense qui développe un programme de mentorat et également par Emmanuel Lafont sur tout ce qui va être inspiration, pitch, communication, les aspects marketing et autres. Donc, il y a un bagage et surtout, il y a plein de programmes qui nous permettent de grandir et de faire évoluer notre entreprise en même temps. D'accord, merci beaucoup. Mais alors, Emmanuel, est-ce que, sachant que vous, en plus, on est également à l'aune de la psychologie, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu justement sur ces compétences, notamment aussi au travers du parcours que vous avez, de vie que vous avez vécu, avec ce fameux syndrome de l'imposteur? Je pense que vous avez 2-3 trucs à nous dire sur le sujet et comment est-ce qu'on peut le vaincre et comment surtout on peut faire le point sur ses atouts. Très bien, merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir aujourd'hui de partager avec vous mon expérience. J'espère qu'elle pourra éclairer quelques-unes d'entre vous. Alors, j'ai commencé d'abord mon parcours en tant qu'entrepreneur. Alors, quand je suis devenue maman d'un enfant scolarisé, parce que j'ai un petit garçon en fait, qui avait des gros problèmes de dyslexie, et il se trouve qu'à chaque fois où j'étais salariée, il redoublait une classe. Donc j'ai compris qu'il fallait que je sois à la maison, que je m'occupe de lui. Et pour autant, il fallait que je travaille. Donc il fallait que je puisse répondre à des offres de mission. Et pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, ça est apparu un peu comme une évidence. Ça a été le premier jalon. Donc il s'est avéré que dans mon parcours pro, j'ai fait une première reconversion en 2011 dans une formation de conseiller en images et images de marque des entreprises, pour lequel j'ai travaillé pendant, je dirais, 3 ou 4 ans, d'abord pour une école de formation, puis ensuite, pendant quelques années, pour le ministère de la Défense, pour qui j'ai organisé beaucoup de formations dans toutes les thématiques qui pouvaient avoir un lien avec l'image de marque, la communication non verbale, la prise de parole entre les communicants et les journalistes, enfin, la visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Et au bout de quelques années, le fameux syndrome de l'imposteur dont on parle, pour moi, se présente. Et je me dis, mais quelle légitimité j'ai à faire de la formation si je ne pratique pas au quotidien, dans mon travail, pourquoi je crée des formations pour les communicants de défense. Alors, par ailleurs, il faut savoir qu'ils étaient quand même très contents, que ça se passait très bien, qu'en pratique, eux pouvaient mettre sur le terrain en pratique ce que je leur apprenais en théorie. Mais pour moi, ça restait problématique. Et donc, j'ai jalonné ce parcours de 10 ans de professionnalisation, de petite formation en communication non verbale, qui est devenue mon expertise principale. Et j'ai trouvé que c'était un peu dogmatique et j'avais besoin d'un nouvel outil qui me permettait plus une méthode de réflexion. Et pour revenir aussi sur le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que quand on est une femme, qu'on est issu de certains milieux, qu'on vous fait grandir dans l'idée que vous devez plutôt vous diriger dans telle discipline plutôt que dans telle autre. Pour ma part, la discipline qu'on me proposait quand j'étais au collège, c'était soit de faire de la cuisine, soit du secrétariat, ou encore d'aller en sanitaire et social. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai détesté. J'ai duré, je crois, 4 ou 5 mois dans la filière que j'avais choisie à l'époque, ou qu'on m'avait imposée. Et j'ai compris que non, que mon parcours de vie n'était pas là. Et effectivement, je me suis dirigée vers des choses beaucoup plus atypiques, mais dans lesquelles je me suis beaucoup plus épanouie. J'ai grandi en compétences parce que j'étais curieuse, parce que j'avais de l'intérêt pour les filières dans lesquelles je me dirigeais. Et surtout, je construisais mon parcours au fil des rencontres.
C'est beaucoup les synchronicités en fait qui ont fait mon parcours. Tout comme le fait que je me retrouve entrepreneur parce que mon fils était dyslexique. C'était pas prévu au départ. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai identifié d'abord mes carences, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles j'avais besoin de grandir en compétences. Et surtout, moi, j'ai difficilement fait cette démarche d'aller voir des organismes pour demander de l'aide. Donc, je me suis un peu construite toute seule. Et dans mon quotidien professionnel en tant qu'entrepreneuse, je suis toute seule. Et j'ai trouvé que ça avait beaucoup manqué pour ma part d'avoir cette stimulation, de pouvoir se faire accompagner, de pouvoir être guidée et de pouvoir partager des expériences, confronter ses idées. Voilà. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à la recherche de ce genre d'interaction. Merci Emmanuel. Donc, si je comprends bien, le syndrome de l'imposteur, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu faisais des formations, les gens étaient contents, satisfaits, heureux de t'avoir rencontré, tu avais rempli tous les objectifs, et malgré tout, non, tu n'étais pas légitime. Non. Non, mais je pense que c'est d'abord lié au fait que quand on démarre son parcours professionnel et qu'on est prédestiné à des choses, quand on ne va pas dans cette voie-là, on est toujours un petit peu dans le doute. Et quand en plus on se réalise dans un domaine mais qu'on ne peut pas le pratiquer, bah, du coup ce doute nous suit un petit peu. Et c'est ça qu'il faut arriver à balayer. On échangera avec la salle tout à l'heure sur justement ce syndrome de l'imposteur. Je pense que... Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais connu le syndrome de l'imposteur ? Voilà, merci. Eric, est-ce qu'il faut forcément devenir maman pour avoir envie d'entreprendre ? Forcément devenir ? Maman. Non, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quand même... La reconversion, c'est souvent lié à un événement qui peut être volontaire ou subi. Quand on a échangé ensemble, j'ai exercé à peu près une dizaine d'activités différentes, du recouvrement de créances au conseil en entreprise maintenant, mais c'est passé par le management de force commerciale et autres. Une bonne partie de mes reconversions était en interne, c'est-à-dire qu'on me proposait un poste et je n'avais pas vraiment le choix de dire non. Je n'avais même pas parfois le choix même de négocier financièrement. Là, le syndrome de l'imposteur, il n'a pas le temps de se mettre en place. Il est imposé. Et de par une formation de juriste, je dis toujours, en fait, le droit, ça vous apprend à apprendre. Donc, je m'y suis adapté. Et ça m'a permis d'être agile. À l'inverse, une partie de mes reconversions était beaucoup plus violente, donc un événement moins heureux qu'un enfant. En gros, je me suis fait virer. Et quand on a toujours eu une carrière qui se passait comme un long fleuve tranquille, là, ça peut être violent. Et effectivement, moi, c'est plus que le syndrome de l'imposteur, c'était la phase de deuil de cette situation. Donc pareil, c'est assez proche de l'imposteur, mais de se dire, est-ce que je ne l'ai pas été avant pour qu'on me jette comme ça ? Et donc d'analyser ça et après de se reconstruire, je pense qu'on en parlera ultérieurement. Donc je pense que l'événement qui vous amène à la reconversion, s'il y a accompagnement il doit y avoir ou vous avez besoin, va dépendre de pourquoi vous voulez changer. Merci Eric. Yasmine. Alors, jeune, on peut se reconvertir, on peut se lancer. Et comment est-ce qu'on fait le point sur ses qualités, sachant que quand on débute, qu'est-ce qu'on s'est déjà prouvé à soi-même pour pouvoir capitaliser ? Exactement. Moi, dans mon cas, j'ai un parcours assez classique. J'ai eu mon baccalauréat, je me suis lancée dans une licence de droit, un master de droit. Et puis un jour, je me suis dit, ouais, le droit, c'est sympa, mais je m'ennuie un peu. Mais j'ai toujours eu cette idée de vouloir finir mes études, d'être diplômée. Je ne voulais pas m'arrêter après 2-3 ans d'études. Et je me suis dit, bah oui, tu peux faire autre chose. Surtout que je voyais les autres faire autre chose. Et ça me donnait vraiment envie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je me l'interdis parce que je souhaite avoir un parcours classique ? Pourquoi est-ce que je me l'interdis parce qu'on m'a dit qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait faire des études de droit, alors qu'en réalité, je voulais plus ? Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas ? T'as une idée, mets-la en place. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Au moins, t'auras essayé et t'auras fait ce que tu voulais faire. Et puis, ça m'est venu. J'ai commencé à construire mon business plan, etc. Et est venue la question, mais ne suis-je pas trop jeune ? À l'époque, j'avais 20 ans. Est-ce que 20 ans, c'est pas trop jeune pour se lancer ? Mais en réalité, je pense que la légitimité,
elle ne vient pas des autres, elle vient de toi. Si toi, tu t'estimes légitime à faire quelque chose, alors tu l'es, parce que tu as pleinement conscience de tes compétences. Et si cette idée m'a traversé l'esprit, c'est que je savais que je pouvais le faire. Et donc, je me suis lancée. Waouh, Je sais. j'adore. Ah, la confiance en soi, c'est beau, hein? Mais alors, justement, pour revenir à ça, en fait, moi, dans ma boîte de conseil, on fait attention à 3 éléments quand on rencontre un chef d'entreprise. Il y a ce qu'il sait, il y a ce qu'il sait, qu'il ne sait pas, et il y a tout un pan immense, c'est comme l'iceberg, vous savez, de choses il ignore totalement qu'il ne le sait pas. Et donc, on le reconnaît assez facilement parce que c'est comme quelqu'un qui courrait avec les yeux bandés dans un labyrinthe, il se fait régulièrement des murs. Et entre 2 murs, il fait finalement ça va. Justement, vous, est-ce que lorsque vous avez eu envie de vous lancer, vous avez vraiment travaillé sur ces 3 notions de qu'est-ce que je sais et sur lequel je peux capitaliser, qu'est-ce que je ne sais pas et que j'ai besoin d'apprendre, et puis toute cette zone un peu sombre du peut-être que je ne sais pas, mais je ne peux pas savoir que je ne sais pas puisque je ne me suis pas encore fait le mur. Comment est-ce que vous vous êtes positionné là-dessus? Est-ce que vous avez adopté une méthode particulière ou est-ce que vous avez découvert ça, passez-moi l'expression, en vous faisant les murs? Moi, je dirais les deux. La première, pour me reconvertir dans le sommeil pour enfants, c'est je me suis formée aux États-Unis pendant plusieurs mois pour obtenir mon diplôme, ma certification. Donc ça, c'est pour ma casquette d'experte. Par contre, ma casquette d'entrepreneuse, je me suis mangé quelques murs avant. J'avais le beau concept et tout ce qui allait avec, mais je savais pas vendre. Moi, j'étais capable de rester 1 heure, 1 heure et demie au téléphone avec des personnes et en pleine empathie à leur expliquer et à leur apporter des solutions à leurs problèmes. Sauf que ça paie pas les factures. Et donc, l'idée, ça a été de commencer à participer à des ateliers d'entrepreneuriat sur la vente commerciale, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça que je monte en compétences tous les jours auprès de professionnels qui sont experts dans leur domaine, que ce soit le marketing ou autre, qui ont des points de vue que je n'ai pas ou que je n'ai plus ou que je n'aurai jamais. Emmanuel? Alors, pour ma part, dans mon parcours de formatrice, je vous disais tout à l'heure que je manquais d'un outil d'observation qui soit moins dogmatique que les différentes formations en communication non verbale que j'avais faites, qui me permettrait non pas d'avoir un lexique comportemental, mais plutôt un outil. Et c'est ce que j'ai été chercher quand j'ai repris mes études. Alors, quand on est un peu dans le tourbillon de l'entrepreneuriat, on ne trouve jamais vraiment le temps de faire des formations longues. Et pour moi, l'arrivée du Covid, ça a été une chance. Enfin, ça n'a pas été qu'une chance, parce qu'au départ, j'ai d'abord perdu toutes les formations que j'avais en cours. Donc, j'avais plus de boulot. Je me suis dit, si j'ai plus de rentrée d'argent et qu'en prime, j'ai plus du tout d'activité, il faut que je trouve une solution pour ne pas devenir dingue. Et la reprise des études, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Donc, j'ai contacté l'université Aix-Descartes, qui est aujourd'hui Université Paris-Cité. Et je m'intéressais beaucoup à une formation en sciences du langage de sémiologue. Et donc, je leur ai dit, voilà, tel est mon niveau, tels sont mes diplômes actuels, voilà mon parcours, est-ce que vous m'acceptez dans votre formation? Et oui, en fait, mon profil les intéressait. J'ai fait toute la première année de Covid en formation via visioconférence, que j'ai clos par un mémoire de recherche qui a été très très bien évalué, à la suite duquel mes profs me disent le travail est super, mais il faut l'approfondir, il faut rentrer en doctorat. Et donc me voilà maintenant en doctorat en sciences du langage sur une thématique qui est l'esthétique du discours traumatique. Et là, je construis un lexique comportemental du récit traumatique que je suis en train de proposer en gendarmerie, pour créer des outils pédagogiques pour des personnels de santé et de justice qui vont avoir besoin de clés de lecture pour identifier peut-être des mises en cause qui seraient en cours de faux témoignage, ou alors des vraies victimes pour pouvoir justement accompagner des vraies victimes. Il faut savoir par exemple que sur l'attentat du Bataclan, il y a eu plus de 15 fausses victimes qui se sont faites accompagner. Donc je vous laisse imaginer que sur l'attentat de Nice, qui est beaucoup plus grand, il y aura beaucoup plus de fausses victimes. Et mon projet pour monter en compétence est là, c'est de faire monter les autres en compétence avec des outils pédagogiques. D'accord, ça c'est votre engagement. Et donc, Voilà. pour pouvoir vous aider, vous êtes appuyé
Vous avez une démarche de je ne sais pas, mais je vais chercher l'info. Exactement. D'accord. Eric, après tout ton parcours au sein de la boîte où tu avais tout fait, est-ce que malgré tout, tu t'es dit je vais quand même apprendre 2-3 trucs avant d'y aller? Alors, j'ai deux angles de vision. Moi, mon problème, c'est que je savais presque trop faire de choses. Et dans le monde de l'entreprise et quand on se vend, quand vous dites ah, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, on va dire ah, si tu sais tout faire, donc tu ne sais rien faire. Et j'ai surtout ça qu'on m'a opposé, moi. Principalement parce que je pense que je ne structurais pas totalement bien mon offre de service. Et c'est vrai que si je bossais au Canada, on cherche d'abord quelqu'un qui est agile et adaptable, et on se dit les compétences de la sphère d'activité où il va aller, il va les apprendre sur le terrain. Ce qu'on veut savoir, c'est réfléchir et construire un raisonnement et s'adapter. Donc, de ce côté-là, j'aurais eu besoin d'accompagnement, mais plus pour présenter une offre. Maintenant, j'ai un deuxième angle de vision. J'ai également été formateur auprès des PLI, des plans locaux d'insertion, donc en réinsertion professionnelle. Et là, j'apprenais aux gens à faire des bilans de compétences. Parce que la plupart du temps, on a beaucoup plus de compétences qu'on peut mettre en réingénierie. Et fort de mes propres erreurs, j'apprenais aux gens à justement, prendre conscience, prendre conscience puis confiance, et 3, d'essayer de structurer leur présentation par rapport à leur objectif. Après, je pense qu'on y viendra, quel objectif on se fixe. Donc j'ai vraiment 2 angles de vision. D'accord. Yasmine, lorsque tu t'es dit à 20 ans, je me lance, est-ce que tu t'es dit, je vais quand même, avant de me lancer, apprendre 2-3 trucs, ou bien tu as fait, je me jette, puis je vais essayer de construire l'avion avant de toucher le sol? Les deux. Je vais rejoindre Eric sur cette idée de bilan de compétences. Je pense que c'est important de se poser avant de se lancer et de se dire, OK, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Moi, je savais monter une boîte parce que ça s'inscrivait dans mon cursus universitaire, vu que je suis spécialisée en droit des affaires. Et j'étais plutôt douée en communication. Je me suis dit, OK, cool, bah, tu vas créer une boîte dans la communication. Voilà, c'est réglé. Mais en réalité, créer une boîte, ça implique beaucoup de choses. Ça implique le marketing, la comptabilité, l'administratif, et j'en passe. Et donc, je me suis dit que j'allais suivre des petites formations. Vous avez des petites formations qui sont assez courtes, que vous pouvez suivre en ligne, par exemple sur les MOOC, Coursera, Open Classroom, ce genre de choses, qui sont assez accessibles en termes de tarifs. Et ce sont les mêmes cours qu'à l'université. Vous avez même des grandes écoles type Harvard, HEC, qui se trouvent sur ce type de plateforme. Donc, je me suis dit que j'allais justement me former en distanciel, sur des formations courtes, pour ce qui me manquait. Mais après, je pense quand même que l'expérience, la pratique, fait qu'on apprend d'autres choses aussi. D'accord. En forgeant, on devient forgeron. Mais justement, il y a toute une partie où là, tu viens de nous parler donc, des MOOC. En termes d'accompagnement, est-ce qu'il faut avoir un regard circonspect sur la qualité des gens qui peuvent vous accompagner? Est-ce qu'il faut prendre le temps de les choisir, ou est-ce qu'il faut prendre le premier qui se présente, ou bien au hasard des rencontres? Est-ce que vous avez choisi vos accompagnants sur des sujets particuliers? Par exemple, quand on monte une société, on se dit bah, je ne peux pas me passer d'un expert comptable. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, les autres accompagnants, une formation par exemple, comme celle que tu as suivie, ou des gens, des coachs, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez eu vous-même cette réflexion en amont, ou est-ce que vous avez entendu de vous prendre le premier mur pour vous dire tiens, finalement, je vais peut-être retourner un petit peu à l'école? Dia? Alors, pour ma part, moi, j'ai mon parcours d'RH qui ne m'aide pas. Le CV. Généralement, c'est ce que je regarde. Donc, avant de partir sur un prestataire ou une offre de formation, etc., il y a certes des rencontres de la vie, mais peut-être aussi par mon expérience personnelle, j'ai tendance un petit peu à avoir un premier réflexe qui est quel est le parcours de cette personne auparavant, qu'est-ce qu'elle a fait, dans quelle démarche elle s'inscrit. Et ensuite, il peut se passer une très jolie rencontre qui va me faire changer de point de vue, ou au contraire une déception. Et là, à ce moment-là, je vais écouter mes sentiments. Mais j'avoue que mon réflexe premier, ça reste peut-être un réflexe de RH, mais je regarde un petit peu le parcours et les expériences, et est-ce que ça va fitter ou pas, parce que c'est mon entreprise, c'est mon 3e bébé, et je veux pas me faire aider par quelqu'un avec qui je serais pas à l'aise, je serais pas
je ne serai pas alignée avec les valeurs. J'ai créé mon entreprise aussi pour ça, pour être OK avec ça. Et donc, je pense que les gens avec qui je travaille aujourd'hui ou les gens avec qui j'accepte de me faire accompagner, c'est des gens qui correspondent à mes envies, à mes besoins. D'accord. Emmanuel, quand tu as choisi la formation, donc tu nous parles de Paris-Descartes, est-ce que c'était la seule formation qui existait ou bien est-ce que tu as eu des critères particuliers qui t'ont permis de t'orienter? Est-ce que toi-même aujourd'hui tu es accompagné, coaché ou je ne sais pas, tu t'appuies sur une expertise externe? Et si oui, comment tu l'as choisi s'il te plaît? Alors je vais revenir au syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai fait des formations professionnelles avec des niveaux RNCP, etc. J'ai beaucoup eu de difficultés à créer mes réseaux autour de mon activité professionnelle, même si ça roulait bien à un moment donné. Mais j'ai aussi dans mon environnement proche quelques rares personnes qui sont diplômées universitaires et qui m'ont insufflé l'idée que de toute façon, si c'était tout le temps en construction, c'était normal. C'est parce que la formation professionnelle, c'est forcément du bidon. Donc, en gros, voilà. Toujours l'éducation, toujours ce phénomène-là qui fait qu'on se construit sur des croyances qui ne sont pas les bonnes en réalité, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, le cœur de mon travail, j'ai été vraiment le chercher dans toutes mes formations, quelles qu'elles soient universitaires ou en formation professionnelle. À chaque fois, ça a été une richesse, ça a été nourrissant, ça a été motivant. Et en réalité, oui, je crois que j'ai aussi été vers une formation universitaire parce que j'avais besoin de prouver que j'étais aussi capable de clore un parcours de formation dans cette direction-là aussi. Et c'était pour te le prouver ou pour le prouver au monde? Oui, pour le prouver en général à moi et aux autres. Et le fait qu'on me demande de poursuivre un doctorat, c'est surtout à moi que ça a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que finalement, cette petite fille de 14 ans ou de 15 ans qu'on a voulu envoyer en BEP sanitaire et social, elle n'avait juste pas trouvé les bonnes personnes pour l'accompagner à l'époque. Et encore une fois, c'est très, 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 très important d'avoir la curiosité d'aller vers les autres, de chercher les bons autres et peut-être aussi d'avoir quelque chose que je n'ai pas assez, c'est de la patience. Parce que moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que ce soit tout de suite. Et donc, si je vois un mur, je vais le contourner, le balayer, et je vais me passer des autres. Et ça, c'est très dommage parce que à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un bout de chemin avec quelqu'un, c'est toujours super bien, c'est toujours du plus, voilà. Entreprendre, c'est savoir s'entourer. Donc. Exactement, tout à fait. Éric, toi qui accompagnes, est-ce que tu es accompagné toi-même quand tu accompagnes? Vaste question. Déjà, la première question sur qui choisir en accompagnateur, avant de savoir si on en a besoin. Je dirais que c'est entre un psy, c'est-à-dire que quand on choisit un psy, si ça ne va pas, on en change. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Je ferme la porte. Et un peu comme un sparring partner. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un peu de boxe. C'est quelqu'un qui est là pour t'entraîner, pour te donner des coups, mais pas pour te sonner. Donc les rares fois où j'ai eu besoin de conseils, parfois j'ai eu on en avait parlé, des relations un petit peu létales, où la personne, finalement, en pensant vous aider, vous tire un peu sur le bas, ou vous fait perdre confiance en vous, ou vous sort de la méthode toute faite, mais qui ne vous correspond pas. Ça, c'est le premier point. L'autre approche, c'est que je reviens encore, c'est pourquoi vous voulez changer d'orientation, quel est l'événement qu'il fait. Comme disait Yasmine, il faut de la volonté, il faut de la niaque, il faut croire en soi, mais si un événement dur comme un licenciement provoque, utilement d'ailleurs, de se dire finalement ce que tu as fait depuis 20 ans, est-ce que tu te plaisais vraiment, c'est bien, sauf qu'il faut y arriver. Avant, il y a toute une phase de deuil à faire. Et si les accompagnements que j'ai eus en reconversion, c'était ça. C'est quelqu'un qui m'a fait toucher du doigt que si j'arrivais pas à me mettre vraiment en marche et à me trouver des fausses bonnes excuses pour ne pas y aller, c'est que j'avais pas fait le deuil de la perte, entre guillemets, de mon statut. Ça, c'est un point. Donc parfois, il y a un accompagnement en amont, avant même la construction de sa boîte. Parce que construire sa boîte, c'est des échecs, c'est des interrogations hautes. Et si on n'a pas un moral assez fort, on se rajoute un poids supplémentaire.
Et moi, je le redis, l'accompagnement, surtout, c'est construire, vous aider à construire ou reconstruire votre confiance en vous. Évidemment, à partir d'un bilan de compétences justifié, on se rend compte, ben oui, on n'est pas obligatoirement si nul que ça. Ben oui, on doit avoir les capacités, même si on n'a pas le réseau. Après, quand on a un certain âge, et j'en terminerai là, il ne faut pas hésiter non plus à regarder autour de soi des gens qui sont dans cette logique. C'est notre logique aussi des mentors. Pour échanger avec eux, pas obligatoirement pour qu'ils vous conseillent ou qu'ils vous guident, mais pour échanger, pour partager le réseau. Construire une boîte, c'est utiliser un réseau, voire le reconstruire de A à Z, ce qui a été mon cas pendant un temps. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps au démarrage. D'accord. Et Yasmine, toi qui te lances, tu as fait ton choix pour les formations complétées. Est-ce que maintenant, est-ce que demain, tu as envie d'être accompagné? Et si oui, par qui ou par quel profil, avec un S ou pas? Et sinon, pourquoi? Je rejoins totalement ce qu'a dit Eric, bien évidemment. Moi, je crois aux belles rencontres. C'est-à-dire que je pense qu'on est amené à rencontrer des personnes et qu'il y a une raison derrière. Et généralement, on les rencontre au bon moment. Je m'explique. Juste avant de me lancer, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat parce qu'il fallait que je fasse un stage en cabinet d'avocat dans le cadre de mes études. Et premier jour, j'arrive et elle me dit, donc l'avocate qui est ma tutrice, « Ah, mais en fait, j'ai oublié de te dire, je ne suis pas que avocate, je fais également du coaching pour entrepreneurs. » Et là, je me dis, attends, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Donc, on a pu échanger autour de ça, de comment se lancer, de ce qu'elle mettait en place durant ses séances, etc. Pareil, j'ai voulu me lancer dans la communication. Et puis, dans le cadre d'une activité de bénévolat, je rencontre une chargée de communication qui me glisse absolument tous ses tips. OK. Je me dis, note, ça peut te servir, hein, qui sait, ça se trouve dans 1 an, dans 2 ans, tu voudras te lancer, pourquoi pas. Et à un moment donné, tu as les clés en main. Et si tu les as, pourquoi t'hésites? Donc je pense que vraiment, il faut compter sur les gens qui sont autour de nous. Et généralement, on n'ose pas demander de l'aide, alors qu'il suffit d'envoyer un petit message. « Hello, tu vas bien? Est-ce qu'on peut se voir pour un café? J'ai quelques questions à te poser sur ton business. » Et les gens acceptent. Et je pense qu'on se met une barrière, on s'auto-censure par peur de ce que les gens vont penser de nous, par peur de demander de l'aide, alors qu'en réalité, un grand nombre de personnes dans notre réseau sont prêts à répondre à nos questions. Eric, tu as envie de réagir? Oui. On va faire un duo. Oui, c'est un état de vigilance, vraiment, sur les opportunités. Je reviens sur les arts martiaux que je pratique, même si ça ne se voit pas beaucoup. Mais si, je les pratique assidûment. C'est vraiment cet état de vigilance, de voir les opportunités, de les tenter. Il n'y a rien à craindre d'aller solliciter quelqu'un, si ce n'est qu'il vous dise non ou qu'il laisse lettre morte. Vous avez perdu quoi? Rien. Vous êtes au même niveau. Et ça, c'est vrai que, j'y reviens, c'est pas trop dans la mentalité française. Ça va avec la logique de réseau. Vous ne demandez pas un service. Vous sollicitez quelqu'un qui est dans la voie plus avancée que vous et qui peut-être vous évitera au moins un misfit ou vous fera gagner 3 mois, 6 mois, ou vous donnera un autre contact beaucoup plus utile. Ça, vraiment, c'est difficile. Moi, je sais que je me suis fait violence longtemps pour faire ça parce que j'avais le côté un peu népotiste du réseau, puis je ne l'avais pas tellement bien construit. Mais voilà, oui, vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises rencontres, ça c'est clair, mais de bonnes aussi. Donc si vous avez peur que des mauvaises rencontres ou qu'on vous dise non, qu'on vous ferme la porte, elle ne risque pas de s'ouvrir. Ça, je prends Emmanuel à témoin. Quand on va demander quelque chose en étant persuadé que c'est non, on a plus de chances d'avoir un non que si on part du principe qu'on aura un oui. C'est vrai qu'on a tendance finalement à induire le comportement de son interlocuteur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience des rats de Rosenthal, qui consistait à... je vous raconte, donc du coup, les rats de Rosenthal, c'est une expérience qui a consisté à proposer 2 groupes de rats à 2 groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants auquel on a dit, ces rats-là, ils sont super génétiquement, des super muscles, très intelligents, etc. Et puis le deuxième groupe, on leur a dit, on vous file des rats. Ils n'ont rien de particulier, mais ce qu'on vous demande aux 2 groupes, c'est de les faire arriver d'un point A à un point B dans une sorte de petit labyrinthe. Et donc, les étudiants, en fait, ont induit les comportements de réussite chez les uns et d'échec chez les autres par leur ton de voix, par la façon dont ils s'adressaient aux rats. L'année suivante, l'expérience a été réitérée. Évidemment, on a changé de groupe de rats. On a dit que les anciens mauvais étaient les meilleurs. Et vice-versa. Et en fait, il s'est avéré qu'à nouveau, les rats qui étaient devenus les meilleurs sont effectivement devenus les meilleurs dans les résultats.
Et alors l'expérience a été testée aussi avec des enfants, où on disait à des élèves, voilà, ces élèves-là, ils sont très très nuls, ceux-là, ils sont très super. Donc les résultats des élèves étaient impactés par les comportements des professeurs. Et il s'avère qu'effectivement, quand on part perdant dans une interaction, on crée la perte, on crée le monde auquel on pense. Et donc, il faut toujours partir un peu gagnant. Il faut toujours partir avec l'idée que simplement, oui, au pire, on risque quoi? Simplement un non, je n'ai pas de disponibilité, mais on peut se voir plus tard. Et au mieux, on obtient un rendez-vous avec quelqu'un qui va jalonner un petit peu notre parcours et nous faciliter les choses. Aujourd'hui, si je peux juste rebondir sur une chose, moi, je suis aujourd'hui en doctorat, j'ai donc tout découvert un peu au fur et à mesure. Parfois, je me retrouvais à rater des opportunités parce qu'au moment où j'en entendais parler, j'arrivais à échéance. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais un peu du mentorat. Je vais voir des masterants et je leur raconte que s'ils ont envie de se projeter en doctorat dans 1 an, dans 2 ans, voilà ce qu'il faut préparer, voilà ce qu'il faut envisager, vers qui vous pouvez vous tourner pour tel et tel financement. Voilà, je jalonne parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir de mon côté. Et je me dis que si aujourd'hui j'ai envie de le donner à d'autres qui sont en train de suivre mon chemin, alors il y a probablement des gens qui ont parcouru mon chemin et qui ont envie de me l'offrir à moi. Donc j'ai beaucoup moins honte d'aller vers des personnes et de leur dire j'ai besoin d'aide. Voilà. Merci. Bon, c'est le moment où je suis beaucoup moins sympa, tout à coup, vous allez voir. Mais alors, si je résume bien, il ne faut pas hésiter à se poser des questions. Il ne faut pas hésiter à revenir sur son travail et à faire ce qu'on appelle des pivots. Il ne faut pas hésiter à demander à des gens. Il ne faut pas hésiter à être son propre rat et croire qu'on va aller au bout du monde pour essayer au moins de traverser la Loire. Je comprends tout ce que vous me dites, mais on est bien d'accord qu'en plus, on a notre petit démon sur l'épaule qui nous dit « mais c'est nul ». Sachant qu'en plus, vous avez le phénomène de l'expert. Eric, t'inquiète, c'est que pour toi ça. On a le phénomène de l'expert, mais Dia, tu as été concerné aussi, c'est que quand un client vous pose une question, vous avez 2 choses que vous avez envie de faire. La première, c'est lui prouver que vous êtes vachement bon, donc vous allez lui dire beaucoup de choses. Et du coup, tellement complexifier le discours que la personne en face de vous ne comprend rien et peut prendre peur, et au final, il ne veut pas signer avec vous. Ou pire, lui expliquer, lui faire croire qu'il sait et qu'il peut se passer de vous. Et quand il vous dit finalement ça coûte combien, vous dites oh tu sais c'était simple, c'était juste une notion de, c'est un peu de logique et un peu de travail. Donc par rapport à tous les gens qui sont là devant nous, qui ont envie de se lancer, qui se posent des questions, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire si vous aviez chacun une idée pour dire voilà tu veux te lancer, pense à ça. Ce serait quoi, Dia? Pense à checker ton projet. T'as plein de moyens de vérifier aujourd'hui. Voilà, on parle souvent de oui au Canada, aux États-Unis, etc. Mais en France, on a plein de choses pour les entrepreneurs. Et ça peut être dans des salons, dans des choses comme ça. Va tester ton projet, va rencontrer des gens dans la rue et dis-leur voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Tu en prends 5 si tu leur demandes. Tu fais des sondages, etc. Et il n'y a pas mieux que le terrain, en fait, finalement, pour te dire ce qui marche. Il y a le terrain, le terrain, le terrain et le terrain. Parce que tu peux être dans ton coin, mais en fait, si toi, tu as la brillante idée, mais que concrètement, personne n'en veut, tu ne sauras pas. Alors que si tu vas tester, tu vas apprendre. Et la personne va te faire un feedback, 2 feedbacks. Par contre, n'en prends pas 500 non plus, parce qu'à un moment, il va falloir y aller et il va falloir te lancer. Merci. Checker ton projet, c'est une bonne idée, ça. Je leur retiens le nom. Emmanuel. Alors moi, je dirais qu'il faut d'abord penser son projet, donc prendre du plaisir à le penser, y croire beaucoup. Se demander si soi-même on serait son propre acheteur finalement, et imaginer à quel point on pourrait avoir besoin de cette idée dans son quotidien. Et si on est vraiment convaincu, alors donner un peu de place à ceux qui vous disent bon, monter un projet c'est difficile, ok, tu prends des risques, est-ce que c'est vraiment le moment d'en prendre, etc. Mais leur donnez pas trop de place. Donnez plutôt de la place à ceux qui vous disent ok, tu as un projet, alors ça peut prendre un peu de temps, mais lance-toi et n'hésite pas, parce que en fait, quand vous faites quelque chose que vous aimez, votre temps n'a pas la même saveur. Vous êtes vraiment dans un mood où vous avez envie de passer du temps à ce que vous faites, alors que quand vous faites une activité qui ne vous plaît pas,
Vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer le soir chez vous, de ne pas partir le matin au travail. Et ça, ce n'est pas une vie professionnelle souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de faire de ses rêves votre quotidien professionnel. Wow, une histoire d'amour en somme. Absolument. Génial. Eric, tu veux essayer d'enchaîner derrière ça? Oui. Je vais être peut-être un petit peu plus prosaïque. Je vais opposer un autre syndrome, qui ne s'appelle pas comme ça, mais peu importe. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'ingénieur. Et c'est une histoire vécue avec un ami. C'est-à-dire que vous pas tomber dans ce piège-là de trop connaître et d'être trop technicien de son offre de service, c'est-à-dire bien de la penser. L'exemple que je vais vous donner, qui est un exemple vécu, c'était des maisons, un concept de maison à bas coût qui était techniquement très très bien et ainsi de suite. Et la plaquette commerciale, et ça a été un fiasco, ça s'est très mal vendu, la plaquette commerciale du produit avait été écrite et pensée par les ingénieurs qui avaient conçu ces maisons, qui étaient excessivement bien à bas coût. Mais quand vous étiez un acheteur potentiel, vous regardiez le bien, vous saviez tout de la norme zyglotronnée droit avec échappement à coulisses, mais ça ne vous faisait pas rêver, ça ne le faisait pas. Donc bien penser à ce qu'on offre comme service, et on vend un service, un bien, avant même de se vendre soi-même. Soi-même, c'est pour l'amener à. Donc bien déterminer ce que vous allez offrir en vente. Et votre passion fera le tout, mais ne tombez pas dans le souci du technicien. Il s'en rendra compte après, la personne qui va vous souscrire auprès de vous. Il se rendra compte Alors, vous pouvez tomber sur un ingénieur très technicien qui va vous demander « Ah, mais ta prise, elle est bien selon les normes, je ne sais quoi. » Ok, là, vous rentrez dans votre zone de confort. Si c'est votre partie, vous déroulez. Mais ça va être 1 sur 10 ou 1 sur 50. Les autres, vous allez les perdre. Idem si vous vendez votre produit à un banquier pour le financer. C'est comme quand on va chez un mécano, tout ce qu'on demande, c'est quand tu tournes la clé, que le moteur démarre. Après, ce qu'il a fait exactement, comment il a réglé les injecteurs ou autres, c'est son métier, vous en foutez. Voilà. Parlez donc en usage client. J'ai compris. Yasmine, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, t'as envie de dire quoi? Je pense que le mot d'ordre, c'est de se lancer et de croire en soi. En réalité, on ne sera jamais prêt. On manquera toujours de temps, d'énergie, de compétences. Il y aura toujours un problème. Donc, il faut juste se lancer. Et deuxièmement, pourquoi croire en soi si on n'est pas capable de croire au projet, ce n'est pas les gens qui vont y croire. Donc, il faut déjà être capable de se le vendre à soi. Et une fois qu'on est pleinement convaincu de ce qu'on fait, c'est parti. Merci. Il se trouve que je suis également responsable de programme de pré-incubation. Et en fait, on a des questions que l'on pose aux porteurs de projets qui ont envie de se lancer. La première question, c'est pourquoi tu entreprends? Et vous avez vu qu'au travers de toutes leurs interventions, chacun a entrepris pour une raison différente. Vous avez la vôtre, elle vous appartient. Et c'est ça qui sera votre moteur quand vous êtes face à vous le soir ou le matin, devant la glace, et que ça ne va pas. Le deuxième, c'est tu vends quoi? À qui? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est mal emmanché. Il faut venir me voir. Et enfin, on est d'accord? Et enfin, le troisième, c'est la valeur d'utilité perçue par le client. En clair, quand le client va vous verser de l'argent ou va passer du temps sur votre projet ou sur votre produit ou sur votre service, c'est un sacrifice. Il faut que le sacrifice qu'il sent devoir faire soit inférieur au bénéfice qu'il va recevoir de votre produit ou de votre service. Et ça, il faut que vous bâtissiez toute votre valeur là-dessus, toute votre démarche là-dessus, et après, vous pouvez dérouler, ce sera que du bonheur. Je vous remercie beaucoup, mais j'ai encore une question à vous poser. Parce que là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il y a un truc dont vous ne m'avez pas parlé. C'est que vous quatre, vous êtes tous apparemment restés tout seuls dans vos boîtes. Pourquoi vous n'avez pas pris d'associés? Dia? Non, merci. À date, non. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'être sur quelque chose qui soit l'essentiel et qui soit mon essentiel. Et dans mon parcours personnel, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, dont un très proche de moi qui passait plus de temps
à négocier pendant des heures avec ses associés pour se mettre d'accord que prendre la décision. Je l'ai aussi beaucoup vu en entreprise, à assister à des comités de direction ou autres, où finalement on passe 3 heures en réunion pour 10 minutes de productivité. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Emmanuelle, lorsque tu te lanceras, est-ce que tu veux t'associer avec d'autres personnes ou est-ce que tu veux absolument rester toute seule ? Alors moi, j'aimerais beaucoup travailler avec d'autres personnes, mais peut-être avec des aptitudes différentes. Par exemple, je n'ai pas du tout une personnalité administrative. Il ne faut surtout pas me demander d'ouvrir la boîte aux lettres, ce n'est pas mon truc. Je me suis récemment mise à la comptabilité. Je me suis découverte quelques compétences, mais ce n'est toujours pas mon truc. Et sinon, j'aimerais quand même beaucoup rencontrer quelqu'un qui travaille un peu sur des champs similaires, pas pour autant sur l'esthétique du discours traumatique, mais peut-être d'autres thématiques, parce que, comme je disais, c'est quand même la sémiologie comportementale est un domaine en construction où il n'y a pas vraiment de lexique. Et donc, si on pouvait envisager des collaborations pour construire des lexiques dans différents contextes, ce serait vraiment chouette, parce qu'il y a des besoins, dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les comportements. Donc, je crois que c'est vraiment une discipline qui pourrait fournir un gros apport et où je ne me sens absolument pas en mesure de fournir toute seule. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Merci Emmanuel. Éric ? Alors, réponse issue un petit peu de l'expérience. Quand vous avez un associé au départ, tout va bien. Et dès que l'argent commence à rentrer, les problèmes arrivent parfois. Si vous n'avez pas prévu un bon pacte d'associés, ça pose souci. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai vu plus des boîtes qui étaient en belle phase de croissance se planter à cause de ça. Et c'est vraiment regrettable. Au moment où on pouvait commencer à toucher le retour sur l'investissement personnel, elle se plantait à cause de ça. Premier point. Deuxième point, il dépend aussi de votre projet. Si vous avez construit votre projet sur la base de l'Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, il y a les 4 piliers. On va monter un projet parce que ça correspond à une passion dans laquelle on est talentueuse, qui a du sens. Je vous fais très très court, c'est plus subtil que ça. Et puis qui est rémunératrice. Et l'essence de votre projet, il a la conjonction des 4 cercles. C'est difficile avec un associé d'avoir exactement les mêmes valeurs et d'avoir exactement le même degré de passion. Donc, si votre convention, votre projet entrepreneurial est un projet passion, il faut vraiment trouver quelqu'un qui le partage et que la passion perdure. On sait que la passion dure parfois que 2-3 ans. C'est un peu pareil en entreprise. Donc, il faut qu'il y ait autre chose derrière. Donc, c'est plus le fruit de l'expérience qui fait qu'être associé, ça peut être compliqué. C'est plus pour moi en deuxième phase, quand on a besoin de financement, de rentrer, auquel cas l'associé, c'est plus une banque, on est plus dans le financement. Et même là, quand je conseille certaines entreprises, je dis attention, à partir du moment où vous allez recevoir de l'argent, vous allez devoir rendre des comptes. C'est pareil avec un associé. Et ça peut être compliqué. Le dernier exemple, c'est que j'ai travaillé aussi pour une coopérative, comme je vous dis, j'ai une coopérative immobilière. Et il y a d'autres modes de fonctionnement où on n'est pas seul, mais on est au sein d'une coopérative, donc on garde son indépendance. Donc il y a parfois d'autres modèles qui permettent d'avoir, si ce n'est des associés, des partenaires. Donc moi, je suis plus dans l'optique partenaire qu'associé. Ouais. Travailler en réseau, je pense que c'est mieux. D'accord. Yasmine, toi qui te lances, est-ce qu'à terme, court, moyen, long, pas du tout, tu envisages de prendre un associé ou des associés ? Alors en réalité, j'ai 2 boîtes. Une où je suis toute seule et une où on est 2. Je pense que s'associer, c'est bien, la mesure dans laquelle on peut partager nos connaissances, on divise par 2 le travail, et c'est un projet que tu crées en équipe. Mais le choix doit être extrêmement réfléchi. Il ne faut pas... Déjà, le fait de s'associer avec ses proches, ses amis, je ne considère pas que c'est une très bonne idée. Vous ne pouvez pas décider d'une personne, vous ne pouvez pas faire de quelqu'un votre associé parce que vous vous appréciez ou parce qu'on s'entend bien, parce que voilà, on aime bien déconner ensemble. Je pense que c'est la plus grosse erreur et qui est généralement très faite en entreprise. Beaucoup s'associent parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont amis, parce que voilà, super, dans l'euphorie du moment, vas-y, viens, on va faire ça, tu vas voir, ça va être génial, on va gagner beaucoup d'argent, c'est super. Mais comme l'a dit Eric, dès qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est très vite problématique, tout le monde veut partir en vacances à Bali et on s'embrouille. Donc je pense qu'il faut faire le bon choix.
bien faire attention aux valeurs de chacun, au caractère de chacun. Moi, je sais que mon associé, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est extrêmement calme. Dès qu'il y a un problème, il vient me voir, il me dit « Yasmine, il y a un problème, on doit se poser, on doit en parler ». Donc il faut faire vraiment attention au comportement des personnes en situation de crise. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas le même comportement quand c'est le jackpot et quand l'entreprise est en difficulté. Donc je pense que c'est bien de s'associer. On peut partager tellement de choses, tellement de bons moments, on partage nos compétences, mais il faut faire attention aux choix qu'on fait. Il faut choisir le bon, exactement, comme dans les relations de couple. Voilà. C'est une passion à deux qui peut vite virer, d'accord. Comme une histoire de couple, quoi. Exactement. Et Eric a absolument... À chaque fois que tu parles, Eric a envie de rajouter un truc. C'est fou, ça. Hein. Vas-y, Eric. Oui, et comme dans le mariage, c'est bien de prévoir un contrat à la base. Et le compte, donc, un pacte d'associés, c'est très bien. On le signe quand tout va bien, parce qu'on ne le signera pas quand le couple commence à se séparer. Donc, c'est comme les contrats de mariage. C'est la casquette de juriste là, qui ressort. D'accord. On n'est pas là pour... On va pas faire un cours sur la clause américaine, mais Non, celle-là, pensez-y, retenez ça. Clause américaine, je vous jure, ça vous sauvera la vie, un de ces quatre. Pat Le Guen, on passe aux questions de la salle. Oui, c'est Patricia, c'est sa sœur en fait, c'est pas le vrai Pat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Ouais. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il a dit l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer les autres, c'est la seule. Donc je suis exemplaire. Je vous remercie déjà de tout ce que vous avez partagé concernant votre expérience, parce que moi je suis un entrepreneur potentiel, mais le temps passant très très vite, j'ai créé une marque il y a 10 ans qui s'appelle, écoutez bien, parce que si... quand ça va cartonner, vous pourrez dire, eh ben, j'en étais, même si on ne vous croira pas. Ça s'appelle My Coach in Paris. Donc, cette marque a 10 ans, bien avant Emily in Paris. Hein. My Coach in Paris encadre et anime l'espace fitness dans les grands hôtels parisiens. Donc, je suis coach sportif. Donc, si tu veux hein, faire un gainage abdominal, Eric, on peut y aller tout de suite. Moi, je suis très pragmatique. Et donc, j'ai créé cette marque il y a... 10 ans parce que j'ai été licencié moi aussi par une entreprise. Pourtant, je suis un bosseur, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai commencé à traîner dans Paris, etc. Et j'ai commencé à pousser la porte de différents hôtels qui avaient une salle de sport. Et j'y suis allé, hein, parce que je suis quelqu'un qui ose, comme vous le voyez. J'ai commencé à me dire, mais finalement, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de maintenance pour les appareils, etc. etc. Et donc, je me suis dit... donc j'ai laissé tout se faire pratiquement, le Crillon, le Plaza Athénée, le Shangri-La. Et j'ai suivi une formation pour être accompagné. Ça s'appelait Audace à l'époque. Et on m'a dit, Maëri, de toute façon, on n'ira jamais te chercher dans ta banlieue. Il faut que tu montes pour aller te faire connaître et que tu sois légitime. Donc j'y suis allé. Et j'ai été gratuitement travailler pour un Marriott un jour. 6 mois, je leur ai proposé, j'ai baratiné, j'ai dit, je vous le fais gratuit. Et j'ai commencé à accueillir des clients, etc. On ne payait pas. Mais ça m'a permis de devenir le responsable fitness du Ritz à la réouverture en tant que salarié. Et là, j'ai pu regarder, est-ce que oui ou non, vraiment, j'avais la tête sur les épaules, etc. Et effectivement, je l'avais, mais c'est un milieu que je ne connaissais pas. Et après 11 mois, je me suis fait licencier parce que moi, j'ai une très forte personnalité. Et le blackmail, le chantage, ça ne marche pas avec moi. Et la RH, qui m'a recruté, je lui ai dit, écoutez, elle faisait pleurer toutes les petites masseuses et tout, machin. Et je dis, non, moi, je m'en fous, même le rythme. Et je suis parti. Enfin, j'ai été licencié. Et j'ai bourlingué, je suis allé travailler en banque, etc., etc. Et aujourd'hui, ma marque, elle avait presque 10 ans. Il fallait que je la renouvelle, donc je l'ai renouvelée. Et j'ai dit à ma fille, t'as vu la marque My Coach in Paris ? Elle a déjà presque 10 ans. Et elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as rien fait de concret, finalement. Et là, j'ai dit, elle n'a pas tort. Et puis, je me suis dit, bon, je pense que les Jeux Olympiques arrivent là en Paris 2024. Moi, qu'est-ce qui peut m'empêcher, finalement, d'y aller ? Il n'y a que moi-même. Donc, j'ai décidé, je dis, allez, on repart. Donc, j'ai renouvelé ma marque à l'INPI. Et là, je suis là pour écouter les success stories, les personnes qui justement, ont la même... il y en a plein dans la salle, j'imagine. Et donc, la question moi, que je me pose aujourd'hui, tout à l'heure sur les associés, c'est que donc je me suis remis dans le fitness, donc je suis auto-entrepreneur. Et la question que je me dis, c'est que
Si vraiment, si aujourd'hui je serais déjà en train de faire mon business et tout, c'est parce qu'il y a des choses que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, etc. Mais seul, je me suis dit, je ne peux pas aller bien loin parce que je ne peux pas tout faire. Mais avec, peut-être en étant entouré par d'autres coachs ou bien d'autres personnes qui savent faire les choses que je ne sais pas faire, peut-être, je ne sais pas, vendre ou bien tenir l'administratif, etc., etc. Là, il faut vraiment que les personnes arrivent et qu'on y aille, quoi, en quelque sorte. Désolé, je parle beaucoup, mais bon, voilà, je vous ai dit un petit peu où est-ce que j'en suis. Et je suis vraiment content, en tout cas, d'entendre vos parcours parce que ça me galvanise vraiment beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, My Coach in Paris. Donc, effectivement, c'est avancer, oser et à un moment, savoir s'entourer. Et vous autres, vous en pensez quoi de son témoignage ou de ce qu'on a dit comme bêtise, je ne sais pas. Oui, madame. Alors, moi, je suis une créative qui s'est interdit d'être créative pendant des années. Et puis, en fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça vous revient en fait en pleine figure. Et là, j'ai eu plusieurs expériences en fait un peu traumatisantes et dont une dernière, là où je viens d'être licenciée. Je me dis qu'il serait peut-être temps que je me regarde en face et que je me lance. Mais comment ? Et notamment, en fait, pour tout ce qui est business plan, accompagnement, etc. Concrètement, vers qui je peux m'adresser, en fait, pour justement être accompagnée. Vous aviez parlé, Jasmine, d'organisation Défense Paris-Ouest ou je sais pas quoi. Alors c'est moi. Ah pardon. Voilà, moi c'est ça dont j'ai besoin, en fait, qu'on me pousse et qu'on me dise, bon, je suis capable évidemment de faire un rétro-planning, etc. Mais voilà, maintenant, ok, toute la partie créative, tu sais faire, donc vas-y, lance-toi, commence, parce que j'ai toujours 10 millions d'idées et puis finalement... je me décourage ou je me dis oh mais non mais ça ok je le fais pour moi, ou alors en fait je propose des services gratuits à tout le monde et tout le monde me pique mes idées, et donc il y a un moment où en fait je me dis c'est pas possible d'avoir autant d'idées et de pas arriver en fait à les transformer en fait en facture, quoi. Et voilà, je sais pas comment faire, je suis au pied du mur et j'ai quand même envie d'y aller. Comment je fais ? T'y vas. Oui, mais comment j'y vais ? Tu vas. Alors moi pour le coup là, j'ai fait des recherches, j'ai regardé la CCI, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour de chez moi. Moi j'habite dans l'Ouest parisien, donc j'avais la ville de Courbevoie qui s'est entourée d'experts, experts RH typiquement, qui intervient sur Courbevoie, mais qui fait plein de choses au niveau d'HEC, enfin de plein de choses. Pardon, ma déformation, mais ça joue. Et donc c'est auprès de ces gens-là, je suis allée au début assister à quelques ateliers qui faisaient sur des thématiques qui m'intéressaient, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être rassurée, et ensuite j'ai postulé au programme et ils m'ont appris à pitcher, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mon business plan, sur je vends quoi à qui, c'est quoi ma VUPC, c'est quoi mon offre, c'est quoi la concurrence, comment je me différencie de ma concurrence, comment je communique, comment j'attire, comment je fidélise mes clients. Je dis c'est en cours, hein, parce que ce qu'on vous dit pas aussi, et peut-être qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais en fait tu crées ta boîte tous les matins. Parce que tous les jours, tu vas te poser ta question. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, tu as une posture et ta stratégie, peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, tu vas la revoir complètement parce qu'il y a des événements dans la vie qui vont faire que, je sais pas, le Covid ou un déménagement, peu importe. Donc, regarde autour de toi, selon où tu habites, ce qui existe en termes de dispositifs. Regarde les entreprises. Tu as plein d'entreprises, des programmes qui accompagnent des entrepreneurs. Et de toute manière, tu vas faire ce travail, mais tu vas le refaire régulièrement parce que ta stratégie, elle évolue avec le temps. Ok. Ensuite, j'ai aussi accompagné des artisans créateurs. Vous avez, c'est vrai, assez souvent un souci, c'est une passion, mais vous ne savez pas toujours vous vendre. Donc là, il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un au départ, parce que vous ne pourrez pas payer quelqu'un pour vous vendre, parce que vous avez l'avantage de créer un produit différenciant, c'est le vôtre, mais vous l'avez dit vous-même, vous allez travailler gratuitement. Non, dans l'absolu, non. Bon, parfois, il faut lancer un petit peu la machine, mais il ne faut pas se déprécier pour autant. Et là, effectivement, il y a différentes aides autour de ça. Je fais une grosse différence pour répondre à votre question entre l'aide pour structurer
son business au départ. Et puis après l'accompagnement, où là, il y a plein de solutions. Il y a le share management, parce que quand on commence à grossir, on n'a pas toujours suffisamment d'argent pour se payer les compétences qu'on voudrait pour grandir vite. Donc il y a vraiment 2 niveaux. Mais le premier niveau qui doit surtout vous concerner, effectivement, c'est la structuration. Et selon le background qu'on a, c'est sûr que nous, pour juristes, créer une boîte, choisir le bon véhicule juridique, c'est pas trop dur, encore qu'on peut quand même faire des misfits. Quand on est créateur, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que toute cette partie administrative, c'est du bullshit. Vous paumez dedans et vous allez perdre beaucoup d'énergie. Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Oui, j'avais envie de rebondir sur 2 ou 3 choses que vous avez dites. La première, c'est le fait de travailler gratuitement. Alors, faites attention à ne pas vous faire identifier comme quelqu'un qui travaille gratuitement, parce que travailler, c'est payé, et gratuitement, c'est du bénévolat. Alors, au mieux, vous pouvez tester votre projet dans des associations et voir à quel point ça peut susciter de l'intérêt d'organiser des ateliers pour des assos qui vous driveront peut-être sur la voie de l'entrepreneuriat par ce biais-là. Et surtout, vraiment, quand vous vous présentez comme faisant un travail, monnayez-le. Si vous considérez que vous n'êtes pas professionnel parce que vous n'avez pas encore de statut, alors effectivement, le plus simple pour ne pas rater une opportunité, c'est peut-être de prendre un statut d'auto-entrepreneur qui va vous permettre pendant quelques temps de pouvoir répondre à des missions, peut-être de vous exonérer aussi, si vous faites les bonnes démarches, de charges patronales qui vont vous permettre pendant un certain temps de construire une clientèle et puis par la suite, une fois qu'elle sera créée, de créer une vraie entreprise, etc. Et sinon, il y a aussi pas mal d'organismes qui accompagnent les publics dans les business plans. Alors, je ne sais pas quel était votre statut socio-professionnel, mais il y a l'APEC, il y a la Chambre de l'artisanat, la CCI, le Pôle emploi, etc., etc. Il y a énormément d'organismes qui accompagnent sur le business plan. N'hésitez pas à aller frapper à toutes les portes et à lancer ce qui vous tient à cœur. On a encore le temps pour une question. Il y a une dame au fond qui n'arrêtait pas de me faire coucou tout à l'heure. Donc soit elle me connaît, et dans ce cas-là, moi je ne l'ai pas reconnue parce que j'avais lumière dans les yeux. Je suis désolé. On ne se connaît pas encore. Oula, d'accord. Alors en fait, bonjour, c'était pour mon ami, et il voulait poser une question. Bonjour. En gros, je voulais savoir, avoir quelques tips pour comment trouver et comment fixer ses tarifs en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis vidéaste et community manager. Donc, alors, j'ai des petites idées, mais... Moi, je peux te dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Dites-moi. Il ne faut pas regarder la concurrence, parce que tu es pas eux. Donc, il faut que ça doit t'inspirer, mais tu dois te dire je vends quoi à qui et quelle est ta valeur à toi. Et à partir de ce moment-là, tu te positionnes. Et l'erreur qu'on a tous tendance à faire, et je dis ça, Emmanuel est mort de rire à côté, il sait pourquoi. Parce que j'ai regardé la concurrence, alors il n'y en a pas beaucoup en France, mais dans notre marché, en me disant mais qu'est-ce qu'elles font ? Sauf que je me suis par exemple comparée, moi je suis dans le sommeil pour enfants, j'ai comparé mes tarifs à des gens qui utilisent des méthodes de laisser pleurer. Donc forcément vous allez laisser pleurer votre enfant, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'il va être résigné, il va se dire bah papa, maman, quand je les appelle la nuit, ils ne me répondent pas. Ça ne veut pas dire qu'il va mieux dormir, ça veut juste dire qu'il ne va pas vous réveiller. Quand vous utilisez des techniques plus douces, plus progressives, forcément, ça va prendre du temps. Forcément, les tarifs ils vont suivre puisque c'est une approche qui est plus personnalisée, qui est plus progressive. Et donc, l'erreur que j'ai faite au début, c'est de regarder ces personnes-là et de me dire, mais si je veux des clients, je dois proposer ces tarifs-là. Sauf qu'on ne peut pas partir sur les mêmes tarifs puisqu'on ne propose pas du tout la même chose. Il faut s'adapter vraiment aux clients et ce que tu fais toi personnalisée. Toi. D'accord. C'est ce que je fais, mais je voulais avoir quelques tips. Voilà. Non. Ensuite, encore expérience personnelle. Vos premiers tarifs, vous serez peut-être en dessous, à côté de la plaque, c'est pas grave. On s'en rend compte assez souvent. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Mais c'est un client que j'ai encore depuis 4 ans. Donc peut-être parce que je suis pas cher, il me garde sur la longueur. Mais voilà, il faut aussi apprendre de ces expériences-là. Maintenant, se fixer un tarif journalier ou mensuel, selon les prestations qu'on a, c'est pas évident. Il est vrai que ça dépend un peu du métier. Effectivement, si on est sur un métier de niche, c'est très difficile de faire une amplitude. Sur d'autres métiers,
faut pas être non plus délirant. Si la moyenne donne un taux journalier à 500 € et que vous proposez 2000, c'est peut-être possible, mais il faut avoir une sacrée plus-value. Et là, il faut être très bon vendeur. Donc, j'y reviens encore. Il faut bien étudier ce qu'on vend et si ça se démarque ou pas de la concurrence. Et là, le delta, ça peut vous aider à affiner le prix. Mais effectivement, le bon prix, c'est compliqué. D'accord. Tu parlais d'une activité de community manager, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ouais, donc c'est une activité assez semblable à celle que je fais. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un portfolio. Donc de faire quelques vidéos, des photos, de préparer des posts. Comme ça, quand tu te présentes devant un client, tu montres ce que tu sais faire. Et en fait, c'est tout simplement la qualité de ton travail qui va permettre d'évaluer le prix. Surtout que généralement en communication, les prix montent assez facilement parce que c'est un travail qui prend du temps. Donc pour fixer un prix, tu évalues le temps que tu mets aussi. Si ton montage te prend 12 heures, et ben, tu factures pour 12 heures, pas pour 4. Donc prends vraiment en considération le temps que tu y mets. D'accord. Après, je savais, c'est ce que je fais déjà, merci. Mais ça serait plus, comment je pourrais dire ça? Ça serait plus, comment passer un stade plus haut. Enfin, par exemple, je vous donne juste un exemple. On va dire mes prestations, elles sont à 500 €, 600 €. Et moi, je veux être à genre 1000 et quelques. Une prestation, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est quoi ton prénom? Grégory. Grégory. Ok, Grégory, je comprends ton problème, mais en clair, si je résume, ta seule difficulté aujourd'hui, c'est de passer de 500 à 1000 € au jour, c'est ça? Exact. D'accord. Écoute, moi, je peux t'aider, mais ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je ne sais pas où est-ce que tu en es vraiment. Donc, ce que je peux te proposer déjà, c'est qu'on fasse un premier round. On va passer 1 heure ensemble pour faire un petit peu le point. Et puis après, je pourrais réfléchir et je vais te faire un plan d'action. Et dans ce plan d'action, on pourrait essayer de le développer au travers d'un accompagnement sur 3 mois. Il faut que tu comptes un budget à peu près... Aujourd'hui, tu vois, les autres, ils sont à 6-7 000. Moi, je suis à peu près aux alentours de 5 000. Mais je pense qu'on pourrait s'entendre tous les deux pour pouvoir étaler, quitte à ce qu'on fasse à ce moment-là... au succès, pourquoi pas. C'est-à-dire que si tu arrives à monter tes prix, et ben à ce moment-là, moi, je te facturerai un peu plus. Ça peut t'intéresser? C'est nickel. Et ben voilà, c'est comme ça que On tu se fais. voit juste après. Parfait. Merci. Saisis de l'opportunité. Excusez-moi, Oui. là maintenant j'ai quelque chose à dire. Alors c'était pour revenir pour la petite dame. À la Chambre de commerce, il y a beaucoup de formations pour tous ceux qui débutent. Donc il y a d'abord la formation entrepreneur et il y a toute une série de formations. Il ne faut pas hésiter, il faut d'abord aller regarder sur Internet. C'est pas évident, je sais. Appeler et puis aller à la CCI près de chez soi et faire les petits modules. Voilà, c'est une première approche et ça donne confiance. Voilà. La CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un gros organisme. Je vous donnerai les contacts, si vous voulez. Moi, il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter. Ayez un ami entrepreneur, quelqu'un que vous allez rencontrer, par exemple, à la CCI ou autre, qui soit un peu votre soupape, votre personne qui soit un peu dans les mêmes phases, même si elle n'est pas du tout dans le même métier. En fait, ça va être quelqu'un avec qui, de temps en temps, vous allez échanger. Vous allez parler de votre syndrome de l'imposteur. Vous allez lui dire, par exemple, que vous avez fait des prestations gratuites. Et elle va vous dire pourquoi c'est pas bien, puisque voilà. Et c'est important d'avoir ce sas, et je pense avec quelqu'un d'entrepreneur ou qui est au même stade que vous, puisque vous allez évoluer ensemble, vous allez grandir ensemble, et parfois vous allez juste retrouver votre âme d'enfant avec elle, avec cette personne, et elle va vous faire du bien, et elle va vous parler de problématiques de partenariat qu'elle va rencontrer, que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, mais que vous allez avoir demain, et donc vous allez grandir, vous enrichir, et vous allez être sans filtre avec elle, puisque quand on est entrepreneur aussi, même les jours où ça va pas, on est obligé de montrer au téléphone à un client ou à un prestataire que tout va bien. Et votre conjoint ou autre, si vous n'êtes pas bien, vous n'allez peut-être pas vouloir l'inquiéter non plus. Vous n'allez pas vouloir aussi que l'ambiance ressente forcément à la maison. Donc cette personne-là, c'est cette personne avec qui vous avez le droit de dire « Oh là là, j'ai eu un client insupportable, etc. etc. » ou parler de l'URSSAF, typiquement. Voilà. L'URSSAF. Un mot pour conclure, ou vous me laissez la conclusion? Peut-être faire un petit tour de table. Chacun peut dire un petit mot, peut-être. Exactement, oui. Je me lance? Ouais, vas-y. Vu que j'ai lancé l'idée. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment ne sous-évaluez pas votre travail.
Tout à l'heure, on parlait de prix, mais même en termes d'idées, si vous pensez que c'est une bonne idée, eh ben, allez-y. Si vous voulez fixer un tarif, eh bien, fixez ce tarif-là. N'ayez pas peur de ne pas avoir suffisamment de clients, parce que finalement, s'il y a une demande, les gens paieront. Moi, je sais que très souvent, on se moque de moi, parce que dans une de mes entreprises, donc en fait, je fais des corrections de CV, lettre de motivation pour les sélections en master, et je fais payer une correction aux alentours de 50 €. Et quand je l'ai dit au début, tout le monde se dit « mais qui va payer 50 € pour une correction de lettre de motivation ?» Mais en fait, on ne se rend pas compte parce que c'est un truc qu'on n'a pas appris à l'école. À 18 ans, ceux qui s'inscrivent par exemple sur Parcoursup n'ont jamais fait de lettre de motivation de leur vie avant ça. Donc si vous savez qu'il y a de la demande, allez-y, n'ayez pas peur de vous dire « oh mon Dieu, je serai trop cher, oh là là, mais c'est peut-être pas une bonne idée ». Je pense que derrière, c'est simplement savoir faire du marketing. Si vous savez vendre votre offre, vous pouvez tout vendre. Merci Yasmine. Eric, le mot de la fin. Alors, je vais aborder une notion qu'on n'a pas trop abordée, puis ça va me permettre de faire une citation parce que je suis feignant. C'est la notion de plaisir dans le travail. Vous créez une boîte, parfois c'est parce que vous cherchiez du sens, donc ne l'oubliez pas, gardez cette notion de plaisir, c'est pas évident, c'est la construction. Et je conclurai donc par cette phrase qu'on attribue à Confucius et que je vais sûrement mal prononcer, mais qui dit que si on va travailler pour sa passion, ben en fait, on ne va pas travailler. Si vous perdez cette notion de plaisir, eh ben, faites une autre reconversion, tentez autre chose. Je l'ai fait, ça marche. Ou pas, mais au moins, on ne s'enferme pas et on ne se mange pas la rate. Et c'est pas honteux et c'est pas un échec de vouloir changer, surtout ça. C'est de la survie. Pour bien pousser, il faut parfois bien se planter. Si on peut éviter, si on peut. D'accord. Mais on peut toujours se renouveler. Emmanuel, un mot de conclusion ? Oui, alors je crois que déjà, choisir le bon statut, c'est aussi savoir où on va, c'est savoir qu'on peut se faire payer parce qu'on a choisi le bon statut, c'est savoir pratiquer le bon prix parce qu'on sait aussi ce qu'on vend ou ce qu'on propose comme service. Et donc, voilà, se sentir bien à la place qu'on occupe parce qu'on a choisi le bon statut. Je fais cette petite parenthèse parce que, au fur et à mesure que vous nous racontiez votre problématique, j'ai évoqué l'association. Ça peut être un statut pour proposer un service. Bon, voilà. En tout cas, cette parenthèse-là est faite. Ensuite, moi, j'ai l'habitude de dire que je fais vraiment un métier extraordinaire où, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Effectivement, je rejoins Eric sur ce point. Je me lève parfois, j'ai déjà des idées au réveil que je cours pour mettre en œuvre et je ne vois pas filer les heures. C'est-à-dire que chez moi, le temps n'est pas une entrave. N'importe quel moment de la journée est propice à aller vers moi, professionnellement et personnellement, parce qu'il y a une vraie capillarité entre les deux mondes. Parce que justement, j'ai un grand plaisir à être ce que je fais aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci Emmanuel. Il me reste donc 3 minutes. Ok, 3 minutes, je vais vous parler d'un truc. Entreprendre, c'est 3 vies, c'est 5 métiers et c'est 7 équilibres. 3 vies parce que vous êtes des enfants. Il y a un moment, l'un des intervenants vous a parlé de l'enfant qui était en lui et à qui elle devait faire face par rapport à ses attentes. Et elle a envie un petit peu parfois de pousser la porte, rentrer dans la cour d'école et lui dire « T'inquiète ma grande, tu vas voir demain, c'est beau ». Et ça, c'est votre motivation. Il y a une deuxième vie, c'est la vie familiale. Quand vous rentrez du bureau ou quand vous rentrez d'un bon échec, ramenez pas le stress à la maison parce que c'est des gens qui n'ont pas les infos, qui ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe. Et vous allez juste commencer à créer un cercle vicieux qui peut vous attirer vers le bas, alors que justement, la famille, c'est là pour vous ressourcer, vous redonner de l'énergie. Et puis, il y a une troisième vie, c'est la vie professionnelle, c'est celle dont on vient de tous parler, où là, justement, il faut y aller, il faut croire en soi, croire en son rêve, décider de vivre ses rêves et arrêter de rêver sa vie. Et c'est ça, les 3 vies. Les 5 métiers, après, on vous les a expliqués, on vous les a un petit peu fait découvrir, et il y en a tellement d'autres à dire. Et puis, vous allez avoir 7 équilibres, mais ça, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Par contre, je tenais vraiment à remercier nos intervenants, Dia, Emmanuel, Eric et Samir. J'y y arrivé. Excusez-moi. Merci, bravo à vous. Et je vais clôturer cette table ronde en vous souhaitant une très belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.